projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, cap sur les droits des femmes et sur le combat d'une avocate africaine qui a choisi de se battre pour ceux des homosexuels. Et tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. À plus de 80 ans, elle est la doyenne des avocats du Cameroun et une redoutable défenseur des droits des homosexuels qui demeurent bafoués dans son pays. Maître Alice Nkom a fondé la première association pour venir à leur défense et continue de se battre contre la discrimination à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. Elle est notre invitée du jour. On vous voit deux garçons qui se tiennent par la main, hop, la police vous rafle et vous emmène au tribunal. Et vous êtes sûr d'être condamné parce que dans le code pénal du Cameroun, il y a un délit à l'article 347 bis de l'époque qui s'appelle homosexualité. À la pointe du recyclage et sans cesser d'innover, cet entrepreneur rwandais fabrique des meubles et des objets de la vie courante avec des pneus usagés tout en créant des emplois. Aujourd'hui, on ne jette ni ne brûle les vieux pneus. Avec l'innovation qui consiste à en faire différentes choses, c'est un matériel précieux. Des veuves qui refusent les brimades et l'expropriation, certaines femmes de Pointe-Noire sont bien décidées à se battre contre les préjugés rencontrés à la mort de leur mari. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade ? Des déchets et de l'ingéniosité, cela pourrait être la devise de cet entrepreneur Jean de Dieu Kamana. Son pays, le Rwanda, la première nation du continent à avoir imposé l'interdiction des sacs en plastique, est particulièrement engagé dans la protection de l'environnement et dans le recyclage. Celui des pneus à la faveur des entrepreneurs. Et Jean de Dieu Kamana emploie 17 personnes pour fabriquer chaussures et mobilier. Temistocle Akizimana l'a visité à Kigali, regardez. Qui aurait imaginé qu'un esprit créatif et un dévouement à l'industrie des sièges de maison ou des vases à fleurs pourraient faire la différence dans la façon dont un pays traite les polluants ? C'est exactement ce que fait l'atelier de Tsinda Business Group avec les vieux pneus. Une entreprise de transformation originale et très utile au Rwanda où le taux de recyclage de déchets est d'à peu près 12%. Aujourd'hui, on ne jette ni ne brûle les vieux pneus. Avec l'innovation qui consiste à en faire différentes choses, c'est un matériel précieux. Nous les collectons et les mettons dans un stock pour les vendre. Avant, c'était un véritable problème pour trouver un moyen de s'en débarrasser, mais maintenant, nous en faisons un véritable business comme de l'or. Bienvenue dans l'atelier de Tsinda Business Group qui transforme les pneus en chaussures, sièges de maison et de bureaux, vases à fleurs, mais aussi articles ménagers. L'entreprise a été créée par Kamana Jean de Dieu en 2017 et emploie aujourd'hui plus de 17 personnes. L'idée est venue de l'ancienne profession du fondateur qui consistait justement à vendre de pneus. L'idée de fabriquer différentes choses à partir de vieux pneus m'est venue parce que je voyais des vieux pneus partout. Et j'ai pensé que c'était un matériel qui pouvait être exploité au lieu d'être brûlé ou jeté dans la nature. Souvent, les gens me rendaient visite au travail et aimaient s'asseoir sur les vieux pneus que je vendais. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de fabriquer des chaises et d'autres choses à partir de ces pneus. Cette innovation a permis à certains jeunes d'échapper au chômage qui semble en constante croissance parmi une grande partie de la population. J'ai commencé ce travail quand j'étais encore étudiant. Après l'école, je venais travailler ici et cela m'a permis de financer la fin de ma scolarité. C'est le travail qui me plaît en ce moment. Je ne suis plus une charge pour la famille. Au contraire, je contribue à aider mes frères qui sont encore à l'école. Cette initiative a permis à de nombreuses personnes de la classe moyenne qui, par exemple, ne peuvent pas s'offrir les sièges importés coûteux qui coûtent plus de 2000 $, d'obtenir des chaises longues confortables. Leur produit peut être repéré dans de nombreux quartiers et foyers et ils font la différence.
Leurs produits sont artistiques. Il y a une différence avec d'autres matériaux vendus ailleurs en termes de résistance et de confort. Donc, j'ai été intéressé. J'ai été attirée par les couleurs une fois qu'ils sont placés dans la maison ou dans le jardin, c'est vraiment agréable. Au niveau du design, ça rend vraiment bien. De plus, le prix est abordable pour tout le monde. Le Rwanda Environment Management Authority, REMA, estime que le volume quotidien de déchets solides municipaux se situe entre 1800 et 2000 tonnes et que seuls 12% d'entre eux sont recyclés. La gestion des vieux pneus est aussi compliquée que celle des autres déchets solides. Nous nous y attaquons en collaboration avec les parties prenantes, les municipalités et d'autres institutions amies avec lesquelles nous travaillons. Nous plaidons en faveur d'un traitement et d'une gestion correcte de nos déchets. Qu'il s'agisse de déchets solides, de pneus ou de tout autre déchet pouvant être une source de pollution atmosphérique au contact du feu. Nous essayons de nous assurer qu'ils sont éliminés de l'environnement. Grâce aux efforts de Tsinda Business Group pour réduire ces déchets dans le pays, la combustion de pneus usagés, qui est la principale cause de l'émission de polluants atmosphériques nocifs, a été considérablement réduite. Le gouvernement rwandais s'est fixé comme objectif d'augmenter le taux de recyclage des déchets solides non organiques à 40% d'ici 2030. Je vous le disais en titre, Maître Alice Nkom est une femme déterminée, témoin de l'abandon de la défense des homosexuels dans les audiences des tribunaux correctionnels au Cameroun. Cette avocate a décidé d'agir et cela au prix de nombreuses brimades comme la récente suspension de son association. Il y a 2 ans, elle a assumé un nouveau rôle au Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Elle a confié ses espoirs à notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchli. Maître Alice Nkom, bonjour. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vous a nommé cette année expert du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. De quoi s'agit-il et comment comptez-vous aborder cette mission? J'aborde cette question avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une excellente reconnaissance qui me permet aujourd'hui d'aider non pas seulement les LGBT du Cameroun ou d'Afrique, où ils souffrent, mais également toute la descendance africaine, puisqu'il s'agit de discrimination. Il s'agira pour nous d'apporter notre expertise, notre savoir-faire sur la manière dont on entend permettre à l'ONU d'améliorer sur le travail et les programmes qu'il assure, la sécurité, les moyens, le bien-être et des personnes d'ascendance africaine qui souffrent d'énormes discriminations dans le monde. Souvenez-vous de l'affaire de George Floyd, qui est une des, et de ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, quand il s'agit d'évacuer les personnes en danger du fait de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez très bien quel est le sort qui a été réservé aux autres réfugiés qui avaient la couleur de peau noire. Et ce n'est pas fini. Donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles les Nations Unies veulent se pencher pour apporter une amélioration, pour qu'on leur fasse des recommandations, qu'on leur dise un petit peu ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur de discrimination insupportable des personnes d'ascendance africaine. Vous vous êtes fait connaître par votre défense des droits LGBT. Comment s'est imposé à vous le choix d'aider la communauté homosexuelle? Ce choix s'est imposé parce que j'ai assisté à des audiences du tribunal correctionnel où j'ai vu comme délit l'homosexualité. Et je voyais de pauvres jeunes gens, surtout, arriver à l'audience, enchaînés, où on leur reprochait des gestes homosexuels. Ces gestes étaient des gestes naturels.
C'est-à-dire, on vous voit deux garçons qui se tiennent par la main, hop, la police vous rafle et vous amène au tribunal et vous êtes sûr d'être condamné parce que dans le code pénal du Cameroun, il y a un délit à l'article 347 bis de l'époque qui s'appelle homosexualité. Et donc, on vous arrêtait, plus personne, vous n'aviez personne pour vous défendre. Je n'ai jamais vu un avocat se lever pour défendre ces personnes-là. Et ça m'a interpellé terriblement. Et par la suite, du fait de certaines rencontres que j'ai faites de jeunes gens, j'ai décidé que c'est laissé pour compte du droit, de la loi, de la société, du législateur, des politiciens. C'est laissé pour compte simplement de la citoyenneté. Il faudrait bien que quelqu'un s'en occupe. Et je considérais que c'était une hypocrisie insupportable parce que c'était des gens d'un milieu de cartésiens et que c'était les seuls qui auraient subir les foudres de la loi. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Vous avez fondé en 2003 la DPO, première association pour la défense des droits des homosexuels. Presque 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les homosexuels craignent toujours de joindre une association de défense de leurs droits? Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, ce n'est pas très, très visible. Mais imaginez qu'il y a 20 ans, j'ai pu faire passer et légaliser à la préfecture une association que j'ai nommée exprès Association pour la défense de l'homosexualité. Quand on sait que le préfet a le pouvoir, de par la loi, de refuser de légaliser une association qui est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public, et que, en plus de ça, cette association va défendre ce qui est interdit et pénalisé et puni, réprimé dans le code pénal, vous comprenez, c'était quelque chose d'important. Mais je l'ai fait exprès, pourquoi? Parce que justement, je ne voulais pas me cacher. Et je voulais avoir l'occasion d'expliquer à tout le monde que cet article du code pénal qui pénalise les homosexuels est totalement illégal. Totalement. Parce que les lois du Cameroun, ce n'est pas seulement la loi qui est votée par l'Assemblée nationale, mais il y a surtout la loi internationale, le droit international, selon le principe de la hiérarchie des normes, qui est un principe constitutionnel prévu à l'article 45 de notre Constitution et qui veut que la Constitution du Cameroun ne viole jamais les principes généraux qui ont été consacrés par la loi internationale, qui est la loi du président de la République, article 43 de la Constitution, qui dit que les conventions internationales, la loi internationale en général, c'est la loi qui est négociée, signée par le président de la République. Donc quand il prête serment, c'est lui, c'est le préfet qui est son représentant ici, c'est lui, c'est la continuation de cet engagement du président de la République que le préfet continue sur le terrain. Or, on a bien vu que sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. Alors j'ai dû avoir l'occasion d'expliquer texte en main à monsieur le préfet pourquoi il fallait qu'il défende les homosexuels, pourquoi il fallait qu'il légalise cette association. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne voulais pas commencer ce combat en me cachant, en ajoutant à l'hypocrisie générale des gens qui sont homos, mais qui, parce qu'ils sont bien placés, ne seront jamais poursuivis. Je ne voulais pas ça. J'ai dit, je vais m'occuper des droits des homosexuels comme étant des droits universels, des droits de l'homme, comme tous les autres. As part of the activities to mark the 90th anniversary of the British Council, the 90 Youth Voices Initiative was created to bring 90 young leaders from 43 countries together in the UK to exchange ideas and learn from each other. The young leaders also heard from policymakers, civil society, and youth organizations from across the UK. Out of the 90 young leaders selected, 17 were from across Africa. And today, many of them have already started to put their learnings into practice in their own communities and are inspiring others. I was inspired to participate in 90 Youth Boys Anniversary in UK because I had a passion
in digital literacy, and also I want to see accessibility and full inclusiveness. When I was in UK, the most things I was thinking about is how I can come back to my country and implement the things I learned. Happily, I have been engaging with British Council very often, and I have been developing a project where I can benefit my Ethiopian youth, and I want to share the lessons I have learned. The program taught me more about the power of collaboration, reinforcing the idea. The responsibility of being ahead is to create better opportunities for those behind. Helping the youth find their voice and make informed career choices is very fulfilling for me. I call upon all young people that we are the agents of change and we can do this change. Of course, we cannot do this alone, but I call upon stakeholders to help the young people. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans plusieurs pays d'Afrique, devenir veuve est souvent le début d'une terrible déchéance émotionnelle et financière. Rites humiliants, brimades de la belle famille ou même expropriation. La vie de nombreuses veuves s'apparente à une punition. La situation est exacerbée par l'ignorance des droits et l'esprit de fatalité des victimes. Mais à Pointe-Noire, un groupe de femmes a commencé un lent travail de réflexion pour faire évoluer les mentalités. Regardez. Devenir veuve au Congo est le plus souvent le début des injustices inimaginables, avec notamment la disparition de fait de tous les droits. La veuve est souvent expulsée du domicile conjugal, les biens confisqués, elle est même privée de la pension de son défunt époux. Clémence Goma l'a appris à ses dépens. Ils m'ont privé de la pension de mon mari. Ils me tournent en dérision, soi-disant que je ne peux plus en bénéficier du fait des procédures compliquées. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade? Au Congo, le mariage civil est obligatoirement précédé du mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage traditionnel est fondé sur la dot, mais bien qu'elle soit plafonnée à $100 par la loi, le mariage coutumier est devenu de plus en plus coûteux. Pour la cérémonie de demande en mariage, le prétendant peut dépenser jusqu'à $10 000 du fait de nombreux cadeaux, d'une enveloppe destinée à la belle famille et de la réception des convives. Beaucoup de jeunes redoutent ainsi cette cérémonie préalable au mariage civil et s'installent de fait dans un concubinage à durée indéterminée. Comment quelqu'un peut vivre avec la fille d'autrui 15-20 ans sans l'emmener à la mairie? Ou on supprime l'obligation d'abord de doter et on va à la mairie et on vient faire la dot. Donc c'est ce que dit le code de la famille. Il faudrait qu'un des parents certifie que la dot se fera après le mariage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne dit pas d'abord dotez-vous avant d'aller vous marier. On dit vous pouvez aller vous marier à la condition qu'il y ait une attestation que les mariés donc, viendront célébrer leur dot. Or nous avons inversé tout cela. La famille du marié a du mal à accepter ces dépenses excessives destinées à l'organisation de la fête, les divers cadeaux et de l'enveloppe offerte à la belle famille. Elle attend souvent le moment opportun pour se venger. Face à la multiplication des abus contre les veuves, Jessica Ngoma a eu l'idée de créer le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre. C'est une association de juristes femmes. Elle s'emploie à lutter contre ces injustices au Congo par la sensibilisation et le plaidoyer. La femme ne devrait pas perdre ses droits. Et effectivement, cela veut tout dire et cela nous interpelle. Parce que nous avons souvent l'impression que lorsque la dame enterre son mari, elle enterre ses droits avec. Et c'est assez aberrant en plein 21e siècle où nous sommes. Parce que pour cause, il y a encore des lois qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas toujours appliquées comme il se doit. De fait, le droit à la propriété, à l'héritage sont prévus par la Constitution. Pourtant, ils échappent encore aux veuves qui rechignent à revendiquer devant les tribunaux par peur des représailles ou alors par ignorance.
La situation des femmes en concubinage ayant perdu leur conjoint est plus préoccupante. Elles ne peuvent profiter d'aucune protection légale pour hériter de leur défunt conjoint. Et ce statu quo est bien ancré dans les mentalités au Congo. Une femme qui se fait appeler veuve et qu'on considère qu'elle doit être mariée officiellement et l'État doit lui reconnaître pour la remettre dans ce droit. Elle doit être mariée. Ce n'est pas une femme qu'on a mariée seulement coutumièrement. Le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre accompagne au quotidien de nombreuses veuves et femmes devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Au-delà de l'accompagnement juridique, ces juristes visent aussi l'autonomisation économique des veuves. Créer une coopérative des veuves pour qu'elles puissent travailler ensemble, s'encourager, s'entraider et surtout avoir de l'argent du fait de leurs activités. C'est là cette question d'autonomisation de la femme et nous sommes vraiment en train d'encourager toutes les femmes à penser à être autonomes, à trouver des formules pour être autonomes. Plusieurs experts estiment que la dot autrefois symbolique s'apparente à une marchandisation de la femme et qu'elle est un frein au mariage légal au sein de la société congolaise. Peut-être faudrait-il lui restituer sa valeur symbolique pour éviter les tensions familiales et rendre aux femmes leur dignité. Le prochain défi du groupe de réflexion est d'intensifier son lobbying auprès du gouvernement et des députés pour bousculer la léthargie ambiante qui entoure ce sujet sociétal complexe. Et nous retrouvons Maître Alice Nkom qui nous parle de sa formation et livre ses conseils à la jeune génération d'avocates africaines. Écoutons-la. Maître Alice Nkom, vous êtes la première femme avocate du Cameroun. Comment en êtes-vous arrivée là? Je suis arrivée là parce que j'ai épousé un homme, M. Pokosi Doumbé, pour ne pas le nommer, paix à son âme, il a disparu aujourd'hui, qui a trouvé en moi ses qualités humaines. Je n'aimais pas l'injustice, je n'aimais pas qu'on se fasse souffrir les êtres humains, Et donc il m'a suggéré avec beaucoup de subtilité de devenir avocat, alors que dans ma tête, je voulais être médecin. C'est pour ça que j'ai suivi la filière scientifique jusqu'au bac. Et donc, c'est lui qui a voulu que je traduise dans la réalité quotidienne, professionnelle, ce penchant que j'avais de toujours défendre la veuve et l'orphelin, de défendre la personne qui souffre, de dire non aux souffrances qu'on aime et à l'injustice que je voyais autour de moi. C'est lui. Je lui dois ça et aujourd'hui je ne cesse de l'en remercier parce qu'effectivement je me sens profondément avocate, je me sens profondément humaniste, je me sens profondément défenseur des droits de l'homme et je suis très bien dans ma peau de défenseur des minorités et notamment les minorités sexuelles. Vous êtes parti étudier le droit en France au début des années 60. Quels souvenirs en gardez-vous? D'excellents souvenirs d'une jeune fille qui découvre le monde, qui découvre Paris, la France, etc. Mais surtout, ce que j'ai retenu là-bas, j'ai découvert l'Afrique à travers la Fédération des étudiants de l'Afrique noire de France. Ça s'appelait la FEANF, où j'ai connu des Gabonais, enfin tout le monde, et également le sens de l'engagement pour la défense de la patrie et de l'Afrique. C'était formidable. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, et à Toulouse j'ai rencontré une colonie d'Africains et avec lesquels je me sentais complètement en sécurité familiale, et qui nous ont appris la mission qu'on était allé faire en France, c'est-à-dire travailler, faire des études, être parmi les meilleurs. C'est ce qu'on a fait. Et le retour au Cameroun, cela a dû être difficile de s'imposer dans un métier d'avocat encore majoritairement masculin. Quelles ont été vos premières affaires? Non seulement masculin, mais étranger. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats noirs. Mais j'ai abordé mes études d'avocat, mon métier d'avocat, avec beaucoup d'assurance. Parce qu'avant de l'aborder, je m'étais lancé des défis. Et je sais comment on relève un défi. Le défi, on le relève en travaillant beaucoup, en ayant une éthique, que personne ne doit vous prendre en défaut dans votre comportement personnel
et dans le comportement professionnel. Moi, je peux vous dire que quand j'allais plaider, et là où j'ai fait mes premiers pas, on m'envoyait plaider en matière correctionnelle. Au correctionnel, vous êtes corps à corps, comme un boxeur. Vous n'avez même pas de chemise, rien. C'est vous, votre visage est à découvert. Et bien c'est ça la correctionnelle. C'est-à-dire tout ce qui est vol, tout ce qui est vol, crime, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que le droit civil, le droit social, le tribunal du travail, vous rédigez, vous déposez. Mais on m'a envoyé faire de la correctionnelle. Parce que tous les patrons, tous les propriétaires de cabinets, en général, ils n'aiment pas aller perdre leur temps au tribunal. Hein. Ils envoient les stagiaires ou les jeunes avocats pour qu'ils aillent faire leur dent là-bas. Donc j'ai commencé comme ça. Donc c'était le défi. Je passais toutes mes nuits à potasser mes dossiers, à regarder les procès-verbaux, essayer de savoir comment je vais parler, parce que j'avais ce défi. Je devais évoluer positivement dans un environnement typiquement masculin et étranger, majoritairement étranger. Quel combat estimez-vous avoir gagné et quels sont ceux que vous voudriez encore livrer? Le combat pour ce que je fais est un combat éternel. Je ne le terminerai jamais. Le mérite que je peux avoir, si je peux me permettre de parler ainsi, en toute modestie, c'est de l'avoir commencé. Et de voir qu'aujourd'hui, j'étais la seule femme avocate en 1968. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 avocats au barreau, dont plus de la moitié est féminin. Ce sont des combats. Ce sont des gains, des victoires. Mais elles sont petites par rapport à l'objectif que je me suis fixé, qui est celui d'obtenir moi-même la dépénalisation de l'homosexualité dans mon pays, qui est le Cameroun. Parce que toutes les lois qui sont là, étagées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plaident pour qu'il n'y ait jamais de loi pénalisant qui on est. C'est comme si on vous pénalisait dans un pays parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez rien contre la peau noire. Vous ne pouvez rien contre l'orientation sexuelle qui est la vôtre. Avec ce que vous avez appris, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à une jeune avocate africaine? Une jeune avocate africaine qui choisit ce métier-là, c'est déjà bravo pour le courage. Parce qu'on ne choisit pas cette profession si on n'a pas beaucoup de courage, et les femmes africaines en ont. Donc ce courage doit les conduire à être les meilleurs avocats au monde. Ça veut dire quoi? Il y a juste quelques conditions d'éthique. Elles doivent être impeccables dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout, être proche des intérêts qu'on leur a confiés, être à la fois l'avocate, mais aussi l'écoute, c'est important. Être experte en matière de connaissance du droit qui sera appliqué à son client, se donner à fond pour que le client ait toujours la certitude qu'il n'est pas seul et que face à l'adversité, face à la rudesse de la loi, face à la rigueur d'un juge, il n'est pas seul et que son avocat fera tout pour que le droit ou la loi, qui est avant tout protectrice des droits des hommes, elle est d'abord protectrice avant d'être pénalisante pour les gens, qu'elle sache que tout a été fait pour que ce soit la loi protectrice qui l'emporte sur la décision du juge. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Alice Nkom ainsi que nos émissions sur notre site africaornia.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.